Les causes de l'incendie sont encore inconnues. Les dégâts se chiffrent à des milliards. Donc à part donc, le dégâts matériels, donc l'usine Pop-Madi, c'est une aussi, c'est là où aussi était localisée donc toute la comptabilité, toute donc l'administration. Aujourd'hui donc tout est pas donc en fumée. À l'étage, logée également la comptabilité de Sénégal Armement, l'autre société du groupe. Les flammes ont tout emporté. La toiture complètement pulvérisée. L'usine supportait pas moins de 1800 emplois directs. Son arrêt peut être fatal. C'était une usine donc d'élaboration donc des produits européens. Donc à l'époque cette usine représentait à peu près 60% du chiffre d'affaires donc de la société. Donc voilà donc bon, on va essayer quand même de mettre en œuvre aujourd'hui pour essayer quand même de faire démarrer donc l'usine 1. Les dégâts auraient pu être plus graves si l'ammoniac n'avait pas été isolé à temps. Cet incendie repose la lancinante question de la sécurité dans certains lieux de travail. Et nous en venons maintenant à notre dossier sur l'après-présidentiel, avec tout d'abord la déclaration préliminaire de la mission d'observation de l'Union africaine à l'élection présidentielle du 26 février. C'était ce matin. La délégation dépêchée par l'organisation continentale s'est dite satisfaite de la bonne tenue du scrutin de dimanche. Mais bien au-delà, c'est la maturité politique des Sénégalais qui a été saluée. Seydina Aline Dugo. Les Salam Alek d'usage témoignent surtout de la satisfaction d'une mission d'observation, loin, très loin des conjectures, hypothèses de lendemain électoraux tendus. Et à la conférence de presse, on le reconnaît, le peuple sénégalais, maître de son destin, a déjoué tous les pronostics. The measure of patience and tolerance that we saw le niveau de patience et de tolérance que nous avons noté sur toute l'étendue du territoire est bien au-delà des attentes. Most people expected. And it proves one thing, that the people of this country are mature enough, et cela prouve que ce peuple est suffisamment mature, responsible enough, suffisamment responsable, suffisamment préoccupé par le bien-être de ce pays pour conduire son destin dans la paix. Quant à l'élection de dimanche, elle est jugée respectueuse des lois en vigueur dans le pays, conforme aux standards internationaux. Le jour du scrutin, la mission de l'Union africaine a déployé 10 équipes composées de 2 à 3 observateurs chacune dans 11 régions du Sénégal. Les différentes équipes ont procédé à des consultations supplémentaires avec les acteurs compétents en matière d'élection dans les zones où elles étaient déployées et ont donc été en mesure d'évaluer l'étape finale de la campagne électorale, d'identifier les centres de vote qu'ils ont parcourus pour observer le scrutin et suivre les opérations de dépouillement. Opération de dépouillement, une des dernières étapes de l'observation d'une élection. Dans sa conclusion préliminaire, la mission délivre un bilan satisfaisant. En dépit des insuffisances mineures notées ça et là dans le processus électoral, la mission de l'Union africaine considère qu'elles ne sont pas de nature à entamer la libre expression de la volonté du peuple sénégalais. La conclusion préliminaire de la mission d'observation de l'UA contient néanmoins des recommandations, entre autres la nécessité d'un dialogue politique constant entre les différents acteurs du processus électoral en vue de promouvoir le consensus sur les questions politiques de grande importance. Seydina Aline Dugo, une meilleure synergie d'action entre missions d'observation électorale africaine, c'est la proposition du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. 48 heures après le scrutin du 26 février, les membres de la mission déployée au Sénégal ont livré leurs conclusions à la presse. Ils ont certifié la validité du scrutin et sa transparence. C'est un compte-rendu signé au Mindour. Du point de vue de sa taille, la mission d'observation électorale du Comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pourrait être qualifiée de petite. Elle ne compte en effet qu'une dizaine de membres. Mais comme partout l'Union déploie ses observateurs, l'équipe du CIP compense sa taille réduite par son approche, ses modes d'intervention, son déploiement sur le terrain. Les observateurs de l'UEMOA ont ainsi pu visiter le 26 février 300 bureaux de vote dans les régions de Dakar,
Thiès, Saint-Louis, Fatick et Kaolack. Mais le caractère exceptionnel de cette mission réside dans le fait qu'elle est exclusivement composée de parlementaires. Et 48 heures après l'élection, ce sont des observateurs aguerris et impressionnés par la conscience citoyenne du peuple sénégalais et la transparence du scrutin qui ont fait face à la presse. La mission de l'UEMOA au terme de l'observation se réjouit de la tenue exceptionnellement pacifique et sereine de cette élection. L'élite sénégalaise, opposition et majorité confondues, avec les organisations de la société civile, sont un exemple pour les autres pays. Il est plutôt réconfortant que le débat ici ne soit pas en deçà de ce qu'il est au Nord, qui prétend nous donner des leçons de démocratie tous les jours que Dieu fait. Félicitations donc au peuple sénégalais, dit la mission de l'UEMOA, mais à elle-même, elle se décerne la mention peut mieux faire avec une meilleure synergie d'action. En dehors de l'Union européenne, rares sont les missions rencontrées partout. Il y a là un problème évident. Un minimum de coordination entre les organismes africains, à commencer par l'Union africaine, et les organisations d'intégration comme l'UEMOA et la CEDEAO dans les sous-régions amènerait plus de cohérence dans l'observation des élections et garantirait des performances plus visibles des observateurs. C'est depuis 2003 que le Conseil parlementaire pour la paix de l'UEMOA supervise les élections dans les 8 pays membres de l'Union. Dans l'attente des résultats du scrutin de dimanche, ses représentants au Sénégal disent rester vigilants et surtout prêts à repartir sur le terrain dans l'éventualité d'un second tour. La mission d'observation électorale de l'Union européenne, elle aussi, salue le déroulement du scrutin présidentiel. Et pour apaiser ce climat et pour préserver ce climat apaisé donc, elle souhaite une publication rapide des résultats du premier tour. Alim Badrakan nous en dit un peu plus. En toute liberté, ils ont pu se déplacer et constater sur le terrain le déroulement du processus électoral. Les 90 observateurs de l'Union européenne dressent le premier constat. Ils saluent la bonne collaboration des autorités et la maturité du peuple sénégalais durant le premier tour de la présidentielle. Nous avons pu travailler, nous 90 observateurs, avec les autorités sénégalaises de façon très constructive et cordiale. Dans la longue histoire des missions d'observation de l'Union européenne, il est rare de trouver une telle qualité de coopération et de dialogue avec les instances concernées par les élections. Cette coopération, nous espérons la continuer dans le même esprit pendant la campagne pour le deuxième tour de ces élections qui se profilent. Néanmoins, la vigilance reste de mise. L'Union européenne souhaite une publication rapide des résultats pour éviter toute suspicion. Cela permettrait de renforcer la sérénité des différents acteurs. Les résultats provisoires ne sont pas encore connus, ce qui est tout à fait regrettable car le manque d'informations ne fait qu'alimenter la tension et la suspicion. L'administration électorale gagnerait en transparence en procédant plus largement à la mise en ligne des informations dont elle dispose en temps réel. La mission d'observation électorale de l'Union européenne est présente au Sénégal depuis le 20 janvier 2012. Nous restons dans ce même siège avec le réseau des observateurs citoyens qui dit sa satisfaction par rapport au déroulement du scrutin. Selon les membres de cette structure, les quelques manquements notés n'ont pas altéré la crédibilité de la présidentielle. Le réseau CIT a par ailleurs fait des recommandations pour une amélioration du processus électoral. Bachir Ba. L'élection présidentielle du 26 février est un motif de satisfaction selon le réseau des observateurs citoyens. Les conclusions unanimes sur la transparence du scrutin par les missions d'observation, aussi bien internationales que nationales, confirment la crédibilité du scrutin du 26 février. La réactivité de la Sénat et de certaines autorités du commandement territorial, la bonne couverture médiatique et la mobilisation des citoyens ont été saluées par le réseau CIT. Quelques dysfonctionnements ont cependant été notés par ses membres. Les violences qui ont émaillé la campagne et qui se sont soldées par des pertes en vies humaines que nous déplorons. Il y a eu également, nous l'avons remarqué, un déficit de confiance au Conseil constitutionnel. L'absence de dialogue politique entre acteurs politiques.
Considérant que le déroulement du processus électoral peut être amélioré, le réseau CIT a fait quelques recommandations à l'endroit des acteurs. À l'administration, nous recommandons le renforcement de la sécurité autour des bureaux de vote, la mise en place du matériel électoral 48 heures au moins avant la date du scrutin. À l'égard de la Sénat, nous avons recommandé de veiller à la présence effective de ces représentants dans les lieux et bureaux de vote avant le début et pendant le scrutin. Aux acteurs politiques, nous recommandons d'engager un dialogue politique dans l'objectif de pacifier l'espace électoral. Créé en mars 2011, le réseau CIT a démarré ses activités d'observation depuis octobre dernier. Pour cette présidentielle, un important dispositif a été mis en place. La structure encourage les acteurs du processus et les appelle à l'approfondir. Elle souhaite que les Sénégalais respectent le verdict qui sortira des urnes. Satisfait, c'est également la note que le Centre de solidarité des jeunes pour la formation et le développement et la coordination des experts électoraux africains ont décerné aux acteurs du scrutin. Voici maintenant le chef de mission du CSG-FOD et celui de la CIA au micro de Bachirba. Le scrutin présidentiel du 26 février 2012 a été conduit avec efficacité par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Il a suscité une participation massive des électeurs dans un climat apaisé. La mission salue la sagesse du peuple sénégalais qui, malgré les perturbations intervenues à quelques jours du scrutin, a fait preuve de retenue et de patriotisme. Cette participation massive démontre l'attachement du peuple au processus électoral. Conclusion préliminaire de la mission. À la suite des échanges avec les différents acteurs au processus électoral et sur la base des éléments recueillis par ces observateurs sur le terrain, la mission note avec satisfaction que l'élection du 26 février 2012 s'est passée dans le calme, la sérénité et la transparence. La mission d'observation des experts électoraux conclut que cette élection du 26 février 2012 en République du Sénégal a rempli les normes internationales en matière d'élection. Cette élection présidentielle qui s'est déroulée en toute liberté dans la transparence totale vient renforcer l'enracinement du processus de la démocratisation au Sénégal et contribue au climat de paix qui a été toujours prévalu dans ce pays. Ainsi, ce scrutin consolide davantage l'image de marque du Sénégal qui s'était engagé résolument et de façon irréversible depuis son indépendance dans la bonne gouvernance. 48 heures après le déroulement du vote, les Sénégalais disent ce qu'ils attendent du prochain président de la République. La priorité, selon les personnes interrogées, demeure la satisfaction de la demande sociale. Tchorodien. Après avoir vécu la campagne électorale et le vote, les Sénégalais dressent un bilan à mi-parcours de ce processus électoral. Ce que je déplore, c'est les incidents qui se sont produits au cours de la campagne. Vraiment, ce n'était pas l'appel, les manifestations, lancer des pierres, faire beaucoup de bruit. Nous l'avons vécu avec beaucoup de regrets, vu les événements qui se sont déroulés. Et qu'il faut savoir aujourd'hui que ce sont les marchands ambulants qui ont payé en grande partie ce qui s'est passé. Car comme vous le savez, un marchand ambulant qui se débrouille au jour le jour et qui perd sa table chaque jour, une table qui coûte 10 000 francs à 20 000 francs, vraiment c'est quelque chose que nous regrettons. Pour ces citoyens, la campagne a connu quelques perturbations. Fort heureusement, au moment du vote, les tensions se sont apaisées. Vraiment, heureusement, Dieu est grand qu'on a voter dans l'apaisement. Je pense bien que tout se passera bien, j'espère bien. Le peuple sénégalais qui, encore une fois, vient de montrer que c'est un peuple qui est vraiment mature, mûr. Donc c'est quelque chose vraiment, c'est un chapeau que nous tirons aux Sénégalais. Dès l'annonce des premières tendances sur l'ensemble du territoire national, les Sénégalais ont commencé à lister des critères par rapport au choix de leur prochain président.
Parce qu'il y a la demande. Dakar retrouve son ambiance habituelle. Au lendemain de l'élection présidentielle, les commerces qui avaient baissé rideau reprennent progressivement. Les citoyens vaguent tranquillement à leurs occupations. Fanta Badji a fait un tour au marché Sandaga en centre-ville. Reportage. La crainte de manifestations post-électorales avait obligé certains à prolonger le week-end jusqu'au lundi. J'avais peur de sortir, mais moi-même j'avais peur de sortir. Vraiment, je ne pensais pas que les choses allaient se passer comme ça. Sincèrement. Soulagé de voir une ville calme au lendemain du scrutin, bon nombre de citoyens ont débuté la semaine ce mardi. Tout le monde bouge, il y a les commerçants, il y a les services, il y a les banques, tout est ouvert. Tout a repris, on a repris nos activités. Tout reprend dans l'ordre. Et actuellement, vraiment, nous sentons bien. Vraiment, du moment qu'il y a du calme total. On remercie le bon Dieu. L'activité économique était au ralenti ces derniers jours pour les commerçants du marché Sandaga. Ils ont repris leur commerce qui était perturbé par l'ambiance électrique de la campagne électorale. Trop baissé. Trop baissé. On voit plus de clientes, ça vient petit à petit. Des fois les clientes viennent, ils ont peur de venir en ville. Bon, ils sont trop, tout le monde est stressé quoi. Pendant la campagne, on n'avait pas vu de clients parce que notre chiffre d'affaires a baissé à cause des manifestations et tout cela. Mais maintenant, ça va, tout est rentré dans l'ordre. Donc on dit Dieu merci. Ce retour au calme résulterait des incessants appels à la paix lancés lors de la campagne. Ces commerçants souhaitent que la tendance soit maintenue pour garantir la stabilité sociale. En ce lendemain d'élection présidentielle, la situation est la même dans les écoles. Les enseignants poursuivent leur mouvement d'humeur avec un 13e plan d'action entamé ce matin. Les élèves qui étaient en congé d'élection n'ont pas pu reprendre ce mardi. Constat de notre reporter, Koumba Diakhatemar a fait le tour de certains établissements scolaires. Reportage. Peu de cours ce matin dans les écoles, des portes closes. C'est le cas ici au lycée Kennedy où l'accès nous a été interdit. On a constaté qu'on a affiché le 13e plan d'action et les choses n'ont pas du tout changé. Même aujourd'hui, il y avait des débrayages à 9h. On a repris avec les débrayages, rien n'a changé, absolument rien. Plus loin, au lycée Blaise Diagne, même situation. Là, les salles de classe cherchent occupants. On avait pris congé pendant les élections. On nous avait donné presque une semaine. On a repris aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est venu à 8h. Il y a certaines classes qui ont fait cours de 8h à 9h. Les autres n'ont pas fait cours. Il y a des élèves aussi qui faisaient la grève et qui ont sorti nos autres camarades du lycée Saint-Pierre, d'Aramandiaï, de Mathurin Diop. Comme leurs camarades du public, les élèves du privé sont certes revenus du congé électoral, mais ils n'ont pas pu faire cours ce matin. Ils ont fait des débrayages. Et les élèves de Blaise Diagne et des autres écoles publiques de ces coins-là sont venus nous sortir. Les élèves ont hâte de retourner dans les classes, mais ils sont conscients qu'ils vont devoir prendre leur mal en patience en attendant l'issue de la présidentielle. Place maintenant à notre invité. Il s'agit de M. Elhaj Alioune Diouf, commissaire aux enquêtes économiques, directeur du commerce intérieur. Bonsoir M. Diouf. Oui, bonsoir. Voilà, M. Diouf, le prétexte de votre invitation est la flambée des prix de certaines denrées sur le marché. Nous allons d'abord nous intéresser au riz. Il y a des rumeurs faisant état de hausse des prix. Qu'en est-il exactement, M. Diouf? Oui, merci pour votre question. Pour ce qui concerne le riz, il n'y a pas de hausse. Et au contraire, on va vers, d'ici la fin du mois, même une baisse sur le prix du riz. Ce qu'il y a à noter, c'est que sur la variété riz de luxe, par exemple le Royal Umbrella, les stocks aujourd'hui sont indisponibles parce que le prix est sur le plan international à un niveau très élevé et les commerçants importateurs n'amènent plus ce riz. Mais ce riz, c'est un riz de luxe. C'est un riz dont le prix est libre. C'est un riz donc qui tourne aujourd'hui autour de 20 000 francs et même plus. Parce que le riz est devenu rare. Mais ce prix est libre. Par contre, nous avons sur le marché des variétés de riz
qui sont aussi de qualité que ce riz-là et qui ne coûte pas 14 000 francs ou qui coûte au maximum 14 750. Par exemple, il y a un riz, j'ai tout de suite en regardant votre télé, j'ai vu qu'il y avait une publicité sur un riz qu'on appelle Bon Goût, mais ce riz est de la même qualité que le riz de luxe parfumé et qui est un riz brésilien, américain, sortexé et qui est vendu au maximum à 14 750. Il y a maintenant le riz indien et le riz pakistanais qui sont disponibles sur le marché, mais il n'y a pas de hausse sur le prix du riz. Le prix du riz est fixé toujours, il tourne autour, selon les variétés, autour de 13 000 pour ce qui est du riz indien, du riz ordinaire, parce que c'est ce riz qui est consommé en fait à l'intérieur du pays. Il se trouve qu'au niveau de Dakar, certains ne consomment que le riz de luxe. Mais ce riz de luxe, le prix est libre. Donc l'État ne fixe pas ce prix-là. Donc ce prix, le commerçant ne peut pas vendre à perte parce que ce qu'il importe aujourd'hui, il l'importe sur le plan international à des prix qui dépassent plus de 600 et quelques dollars, sans compter les assurances qu'il faut payer, le transport, etc. Voilà, vous venez donc de nous évoquer le niveau des différents prix. Est-ce qu'il est possible à l'heure actuelle de diminuer les prix du riz quand on sait que le Sénégal est le seul pays à ne pas appliquer la TVA sur le prix du riz? Excellente question, madame. C'est vrai que le Sénégal est le seul pays à ne pas appliquer la TVA. C'est-à-dire que donc le prix du riz actuel au Sénégal devrait coûter 20% plus cher. Parce que le Sénégal est le seul pays dans l'UEMOA et dans la CEDEAO à ne pas appliquer la TVA sur le riz. Et la TVA est de l'ordre de 18%. Maintenant, sur le droit de douane, il est à 10%. Donc les niveaux du prix du riz, parfois même, les commerçants vendent le riz à un prix qui est plus faible que le coût réel. Pourquoi? Parce que des fois vous avez des stocks importants, d'autres commerçants amènent des variétés. Si vous ne vendez pas, vous êtes obligé de baisser vos prix pour pouvoir effectivement réaliser vos opérations bancaires. Par exemple, vous faites un prêt, vous avez des agios par exemple, etc., etc. Donc ce qui fait que parfois même le commerçant il vend à un prix inférieur à son coût réel. Donc le Sénégal n'applique pas la TVA sur le riz, mais aujourd'hui, les prix actuels du Sénégal, je défie quiconque pour prouver le contraire, sont de loin les prix les plus inférieurs au niveau du marché régional africain. Voilà, ça c'est clair, M. Diouf, mais tout le monde ne peut pas acheter le riz importé. Alors pourquoi ne commercialise-t-on pas le riz local? Excellente question encore, madame. Justement, pour ce qui est du riz local, le gouvernement du Sénégal a créé d'ailleurs ce qu'on appelle la Société de promotion et de commercialisation du riz de la vallée. C'est un riz qui est de meilleure qualité et qui est largement consommé au niveau de la région de Saint-Louis. Bon, malheureusement, ceux qui cultivent ce riz comprennent que ce riz est de meilleure qualité que le riz importé et ne vendent pas éventuellement tous les stocks au niveau de Dakar et ils font essentiellement un commerce au niveau régional. Il y a certains importateurs et certains commerçants, distributeurs et même la grande distribution. On a vu cette année des grands importateurs et grands distributeurs comme Bokar Sambédié acheter 300 tonnes de riz de la vallée et commercialiser ce riz au niveau dakarois. Donc de plus en plus, ce riz, la société de promotion et de commercialisation du riz qui a été créée, justement c'est à cet effet. Là on a impliqué l'ensemble des importateurs de riz, on a impliqué les riziers, c'est-à-dire ceux qui façonnent, ceux qui transforment le riz, et on a créé une société qui va maintenant permettre justement la pénétration de ce riz local au niveau de la distribution nationale. Il faut dire que ce riz est de meilleure qualité, mais aussi le prix est de l'ordre de 13 000 francs le sac, c'est-à-dire que nous avons sur le riz local des prix qui vont de 250 francs le kilo à 275 francs le kilo. Il est le moins cher en tout cas et il est de meilleure qualité. Donc il est temps que les Sénégalais se tournent vers ça. Mais en plus de ça, ce qu'il faut signaler, c'est que justement c'est le programme d'autosuffisance du Sénégal qui est important. Il nous faut cultiver le riz. Je pense que la meilleure des propositions qu'on peut faire sur le riz, c'est justement d'aller vers l'autosuffisance, d'aller vers justement l'occupation des terres qui sont disponibles au niveau de la vallée pour faire en sorte que les Sénégalais consomment du riz local. Voilà, je pense que c'est clair pour tout le monde maintenant. Monsieur Diouf, en dehors du riz, les consommateurs déplorent aussi la hausse des prix d'autres denrées, comme par exemple l'huile ou encore le sucre. Qu'est-ce que vous leur répondez? Oui, sur le sucre, vous voyez plus de sucre frauduleux au Sénégal. Mais on voit du sucre importé. Donc l'importation est libre, il y en a qui importent. Mais je veux dire, il faut que ceux qui parlent souvent des problèmes de prix ou même de la cherté de la vie, franchement, essayent
au moins de se rapprocher des services du gouvernement, ou en tout cas de mon service, pour avoir les informations qu'il faut. Très souvent, les informations qu'on donne sont loin de la réalité. Prenons le sucre. D'abord, quand vous comparez, il faut savoir comment comparer. Sur le sucre, prenons les pays qui produisent du sucre en Afrique et les pays qui importent du sucre. Donc, pour les pays qui produisent du sucre en Afrique, c'est-à-dire une usine comme le Sénégal, pour l'ensemble de ces pays, le Sénégal a un prix inférieur à tous ces pays-là. Cela est clair et net. Maintenant, pour les pays qui importent du riz, donc qui l'importent sur le marché international. Parfois, il peut arriver que le prix du sucre sur le marché international soit inférieur, mais tel n'est pas le cas actuellement. Pourquoi? Demandez aux douaniers simplement, est-ce qu'ils voient de la fraude? Est-ce qu'ils voient du sucre qui vient des pays limitrophes? Au contraire, quand on voit le mois de février, ce que la compagnie sucrière sénégalaise a vendu comme quantité de sucre, on se rend compte que le sucre sénégalais prend encore la direction des frontières parce que étant moins cher que dans certains pays. Pour ce qui est de l'huile, il faut faire la différence. Il y a l'huile importée libre, mais il y a aussi l'huile fabriquée localement par nos industries. Pour cette huile, le gouvernement a fixé les prix de ce qui est consommé populairement, de ce qu'on appelle les formats sociaux. Par exemple, c'est le Ninel, les sachets 250 centilitres, les dosettes, 250 litres. Ces dosettes sont fixées à 300 francs. Là, c'est l'État qui les fixe. Il n'y a aucun problème. Personne ne peut vendre au-dessus de ça. Pour ce qui est de l'huile en fût aussi, l'État l'a limité, l'a fixé, l'a bloqué à 1000 francs. Maintenant, si vous voulez consommer de l'huile de tournesol ou de l'huile importée, évidemment, peut-être vous payez un peu plus cher. Mais ce qu'il y a, c'est que cette semaine, la plupart de nos voitures avaient été réquisitionnées pour les élections. Certains de nos hauts fonctionnaires ont été réquisitionnés aussi pour les élections. C'est peut-être pour ça, mais je suis persuadé que les jours à venir, vous allez voir qu'on va être présent sur le marché et on va mettre fin au marché noir qui est en train de se faire sur le riz de luxe. Parce que même si le prix est libre, on ne permet pas qu'il y ait des spéculations. Le marché noir, ça veut dire que vous bloquez certains stocks et vous les sortez à un moment où, effectivement, il y a rareté du produit pour maximiser les bénéfices. Monsieur El Hadj Alioune Diouf, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Voilà, je rappelle que nous recevions Monsieur El Hadj Alioune Diouf, commissaire aux enquêtes économiques, directeur du commerce intérieur, et il était venu nous parler des rumeurs faisant état de la flambée des prix de certaines denrées. Monsieur Diouf, restez avec nous, le journal continue. L'actualité hors de nos frontières, l'Afrique du Sud, candidate pour accueillir le plus grand télescope au monde. La nation arc-en-ciel est en compétition avec l'Australie. Le télescope SCA, c'est son nom, permettra de mieux comprendre l'origine de l'univers. Le coût du projet, 2 milliards de dollars. Désert de Karo dans le sud de l'Afrique du Sud. 7 paraboles sont plantées là, à plus d'1 heure de route des premières habitations. Un endroit isolé, idéal pour scruter le ciel et enregistrer les ondes radio venues de l'espace. Ce complexe s'appelle le CAT-7. C'est sur ce site que pourrait être bientôt construit le plus grand télescope du monde, baptisé le projet SCA. L'Afrique du Sud est en compétition avec l'Australie pour l'accueillir sur son sol. Le télescope SCA sera 100 fois plus gros que tous ceux qui existent aujourd'hui. Ce sera un grand pas en avant. La masse et la qualité de connaissances que nous pourrons recueillir sera tout simplement phénoménale. On pourra faire des choses qu'on n'a jamais pu faire avant avec des télescopes existants. Le télescope SCA permettra de mieux comprendre l'origine de l'univers. Coût du projet, 2 milliards de dollars, financé par une douzaine de pays. Le SCA sud-africain sera constitué d'une centaine d'antennes. Elles recueilleront les données collectées par 3000 paraboles, installées dans 8 autres pays africains. D'ores et déjà, ce projet stimule la recherche scientifique dans le sud du continent. Nous avons dû bâtir toute une collaboration avec les pays africains partenaires et ça s'est très bien passé. Cela va bien au-delà du projet SCA. En fait, nous avons créé des laboratoires, des instituts d'astronomie et même des télescopes chez nos partenaires. Le futur de l'astronomie mondiale sera-t-il en Afrique du Sud? Si ce pays fait tout pour obtenir le télescope SCA, rien n'est joué. L'Australie a aussi des atouts. La communauté scientifique internationale tranchera début avril. Voici maintenant d'autres nouvelles du monde sous forme de brèves illustrées. Principales destinations, l'Inde, l'Angleterre et la Costa Rica. Nous commençons par la Chine où une violente explosion s'est produite dans une usine agrochimique au nord du pays. Bilan, 13 morts et 40 blessés.
Un champ de ruines, c'est tout ce qui reste de cette usine agrochimique du nord de la Chine, soufflée mardi pour une raison encore inconnue par une très violente explosion. Un bilan provisoire fait état de 13 morts et 43 blessés. De tels accidents sont fréquents dans les usines en Chine, souvent en raison du manque de respect des normes de sécurité. Durant les 9 premiers mois de 2011, les accidents du travail ont fait 50 000 morts dans le pays, selon des chiffres officiels probablement sous-estimés. Journée de grève générale en Inde, à l'appel de 11 syndicats et de 5000 autres petites organisations, des millions d'Indiens ont baissé leurs rideaux pour descendre dans la rue. Les manifestants réclament un renforcement du droit du travail, l'instauration d'un salaire minimum au niveau national et des contrats à durée indéterminée pour 50 millions de travailleurs temporaires. L'occasion également pour la population d'exprimer son mécontentement contre la hausse des prix, la corruption et le désinvestissement de l'État dans le secteur public. Après un incendie en plein océan Indien, le Costa Allegra a été pris en remorque par un chalutier français. Il est attendu mercredi avec ses 636 passagers et ses 413 membres d'équipage sur l'île des Roches, au sud-ouest des Seychelles. Le bateau de croisière avait été victime d'un incendie rapidement maîtrisé dans le local des groupes électrogènes. L'incident fait écho au naufrage du Concordia en janvier dernier qui avait fait 32 morts, l'Allegra et le Concordia appartenant tous deux au groupe Costa Croisière. C'était le dernier bastion majeur du mouvement mondial des indignés. 4 mois après son installation, le campement de Saint-Paul à Londres a été démonté dans la nuit de lundi à mardi, mais les militants assurent que leur mouvement n'est pas terminé pour autant. 20 personnes ont été interpellées lors de ce démantèlement. L'occupation du quartier des affaires à Londres a accueilli jusqu'à 200 tentes. Elle avait commencé dans la foulée du mouvement de Wall Street contre les dérives du système financier. Parlons santé maintenant avant de boucler cette édition. La fistule obstétricale, une maladie peu connue au Sénégal mais qui fait beaucoup de ravages. La pathologie survient au lendemain d'un accouchement difficile. La femme ne sait plus contrôler ses urines. Face à un tel désastre, l'État du Sénégal a pris les devants. La maladie se soigne de nos jours gratuitement, nous dit Claire Diop. La fistule obstétricale est une pathologie des parties intimes de la femme. Elle survient généralement après un travail difficile de plusieurs jours, surtout si celui-ci est fait sans assistance médicale appropriée. Pendant l'accouchement, la pression de la tête de l'enfant sur les tissus du rectum ou de la vessie bouche les vaisseaux sanguins. Cela entraîne une ouverture anormale entre la vessie et le vagin. La conséquence est le non-contrôle des urines par la femme, dans certains cas aigus de matière fécale. Une femme qui perd les urines en permanence, imaginez-vous ce que ça fait, sur le plan de l'estime de soi, sur le plan social, sur le plan économique. C'est des femmes pour qui la vie s'arrête d'un seul coup. Et en général, le mari prend la poudre d'escampette, ce qui fait d'elle des femmes seules. Sur le plan économique, elle n'arrive plus à travailler dû à l'odeur pestilentielle. Elle se met en quarantaine systématiquement. Et voilà, ça crée sur le plan médical aussi d'autres complications à la longue qu'on va développer plus tard. La maladie est ignorée par bon nombre de Sénégalais. La prévalence de la fistule obstétricale dans le pays n'est pas connue. Aucune enquête exhaustive n'a été faite et pourtant, plus de 400 nouveaux cas sont enregistrés chaque année à travers tout le Sénégal, surtout dans les zones les plus reculées et les plus pauvres. C'est le cas des régions de Tambacounda, Kolda, Ziguinchor, Saint-Louis, Matam, Thiès, entre autres. Les facteurs favorisants sont les mariages précoces, les grossesses non désirées, l'absence de consultation prénatale, l'accouchement sans assistance médicale ni suivi de la patiente. Pas très connu mais qui fait d'énormes ravages. Pas très connu parce que c'est un sujet tabou. Pas très connu parce que les populations n'aident pas trop celles qui ont cette pathologie. D'autant plus que c'est des femmes souvent démunies, très pauvres, qui vivent dans des zones très très reculées. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs centaines de milliers de femmes qui sont en attente d'être traitées, qui sont dans des zones les plus reculées et il faut les faire sortir. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque jour, d'autres fistules se forment, mais ça peut aller, comme on dit, de 14 ans à plus de 70 ans. Vu qu'il y a des femmes qui portent leurs fistules depuis 30 ans et qui n'ont jamais eu à bénéficier de traitement.
Face à l'ampleur de ce phénomène depuis des années déjà, le Sénégal a commencé en 2004 une campagne de sensibilisation et de prise en charge des cas de fistule. Son engagement dans ce combat s'inscrit dans le cadre du Programme national de développement sanitaire et sa feuille de route multisectorielle pour l'accélération de la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelle et néonatale. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera aux environs de 23h30 avec Aïssatou François Sec. Merci de votre fidélité. Bonsoir.